Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets de célèbres tours de magie. De la disparition de la Statue de la Liberté par David Copperfield à la traversée de la Grande Muraille de Chine, sans oublier bien d'autres tours. Nous allons également dévoiler les secrets des sensations de la magie moderne, comme Penn et Teller, Shin Lim et l'incomparable David Blaine. Préparez-vous pour une heure entière de révélations magiques, où nous dévoilerons les secrets cachés qui donnent vie à ces illusions incroyables. Sans plus attendre, commençons. En 12e place, le passage impossible de David Copperfield à travers la Grande Muraille de Chine. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans cette illusion, David Copperfield monte un escalier vers une plateforme dotée d'un rétroéclairage près du sommet. Un rideau tombe sur les trois côtés et le rétroéclairage crée une ombre, semblant indiquer que David Copperfield est toujours à l'intérieur d'un compartiment fermé. Il enlève alors sa serviette blanche et semble se fondre directement dans la Grande Muraille de Chine. Les rideaux sont rapidement retirés et David Copperfield a apparemment disparu. Près du mur, une personne utilise un capteur pour surveiller les signes vitaux de David Copperfield. Soudain, de l'autre côté du mur, les mains et le visage de David Copperfield se pressent contre un rideau blanc. Le son de son rythme cardiaque disparaît, créant une tension quant à sa survie. Il baisse encore les rideaux rétroéclairés et les mains de David Copperfield semblent sortir du mur. Le rideau se lève, il apparaît sain et sauf, suscitant l'admiration pour son incroyable illusion. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Je vais donner quelques indices. Voyez si vous pouvez découvrir ce tour par vous-même, avant que je ne passe à l'explication. La première chose que vous remarquerez, c'est que le cadre arrière possède une source lumineuse, qui se trouve à un endroit très précis. La source lumineuse est placée tout en haut de ce cadre, au lieu d'être positionnée près du centre, juste ici. Bientôt, vous saurez pourquoi la position de cette source lumineuse près du haut était essentielle pour vendre l'illusion de David Copperfield traversant la Grande Muraille de Chine. La deuxième chose que vous remarquerez, c'est que lorsque David Copperfield s'est fondu dans la Grande Muraille de Chine et tente de traverser le drap blanc en poussant avec ses mains, les assistants qui tiennent le drap n'ont pas un de leurs bras visible lorsque David Copperfield semble pousser contre celui-ci. Eh bien, si vous n'avez pas encore compris comment David Copperfield a réalisé ce célèbre tour de magie en traversant la Grande Muraille de Chine, je vais maintenant vous l'expliquer en détail. Pour ce tour, David Copperfield a sûrement utilisé un assistant caché, resté invisible jusqu'à la fermeture complète des rideaux. Cet assistant ressemblait à David Copperfield et portait les mêmes vêtements. La personne dans l'ombre ici n'est donc pas David Copperfield. En fait, c'est l'assistant qui était déguisé comme lui. Porter cette serviette blanche autour du cou visait à faire croire qu'il s'agissait du même David Copperfield. Sinon, durant la performance, vous verrez que la serviette blanche n'a été utilisée que lorsqu'il est entré et l'a donnée à ses assistants à l'extérieur du compartiment. Vous vous demandez sûrement où était caché l'assistant, car seules 3 personnes, en plus de David Copperfield, sont visibles, sans personne d'autre ailleurs. La base de la plateforme, bien que peu épaisse ou suspecte, peut en fait contenir un humain de taille normale. On peut l'apercevoir de l'extérieur de la plateforme, dans une illusion semblable du magicien masqué. L'assistant se cachait simplement à l'intérieur de la base de la plateforme, qui possédait une sorte de trappe par laquelle il pouvait entrer et sortir. Au moment même où les rideaux ont été baissés, David Copperfield est entré dans le sous-sol. Il s'est caché dans un angle mort du compartiment. Vous vous demandez sûrement ce que j'entends par angle mort. Eh bien, vous vous souvenez peut-être d'une observation précise que j'ai soulignée plus tôt à propos de la source lumineuse qui se trouvait à un endroit très précis, sur le cadre arrière. Remarquez que lorsque cette source lumineuse est allumée, elle projette un faisceau de lumière qui n'éclaire qu'une partie de l'espace entre les deux cadres. Les zones à gauche et à droite hors du champ lumineux sont appelées angles morts. C'est parce que l'ombre de la personne, lorsqu'elle se cache dans cet angle mort particulier, ne sera pas visible sur l'écran si elle se cache soit à gauche, soit à droite de cette source lumineuse. C'est pourquoi la lumière a été placée en hauteur pour laisser de l'espace autour et en dessous. Après avoir échangé sa place avec son assistant déguisé en clone, David Copperfield ne s'est pas caché dans la base de la plateforme. Il s'est plutôt faufilé dans l'escalier, qui est presque assez grand pour contenir tout son corps, comme l'a montré le magicien masqué lors de sa performance. Les escaliers utilisés comme cachette pour les magiciens et leurs assistants se retrouvent dans de nombreuses illusions de scène.
Donc chaque fois que vous voyez des escaliers qui ont dans la magie de scène, vous pouvez déjà les considérer comme un indice et un accessoire important pour réaliser leur illusion. Maintenant, après que David Copperfield ait quitté la plateforme avec succès grâce à l'escalier et aux 3 assistantes vêtues de blanc, l'assistant clone de David Copperfield a tenté d'effectuer la disparition de l'ombre dans le compartiment. Et l'exécution est assez simple. Il devait seulement avancer vers l'angle mort gauche, hors de la lumière, puis s'accroupir à l'arrière du compartiment. Il a lentement soulevé le couvercle du bas et s'est caché dedans. Les rideaux retirés, David Copperfield semblait avoir disparu. Vous vous demandez sûrement comment David Copperfield a pu si vite contourner la grande muraille de Chine et se cacher dans l'escalier de l'autre côté. Eh bien, tout d'abord, il n'avait pas besoin de contourner la grande muraille, car la grande muraille de Chine possède en réalité des passages secrets à travers lesquels les gens peuvent passer. Il est d'abord sorti de l'escalier, puis il a rapidement traversé le passage secret, et il s'est caché dans le deuxième escalier qui a été roulé vers la deuxième plateforme par les assistants pendant que la caméra se déplaçait au-dessus de la grande muraille de Chine. Et depuis ce deuxième escalier, il a rampé jusqu'à la base de cette deuxième plateforme. Maintenant, quand le moment est venu pour lui de soi-disant traverser la grande muraille de Chine contre le drap blanc, il est assez évident que ce sont les assistants qui poussaient contre ce drap. Comme vous le voyez dans la vue exposée et celle du dessus. Juste avant que les rideaux ne soient retirés, David Copperfield est sorti de la base et s'est caché à droite, puis a déplacé ses bras dans la lumière, donnant l'illusion de sortir du mur sur la plateforme. Ensuite, les rideaux ont été retirés, révélant qu'il avait traversé la grande muraille de Chine. En 11e position, le magicien des chaussures à America's Got Talent. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le magicien débute en ouvrant une boîte noire et sort une chaussure noire. Tenant les lacets, il laisse tomber la chaussure qui devient soudain verte. D'un geste rapide, la boîte devient également verte. Il prend une autre boîte, sort des chaussures vertes et en passe une au jaune. Ensuite, il lance la chaussure verte en l'air et elle redevient magiquement noire, tout comme la chaussure jaune. Lorsqu'il tourne sur lui-même, 4 chaussures de couleurs différentes apparaissent dignes dans sa main. Ensuite, le magicien prend une chaussure rouge dans une boîte, place la chaussure rouge à l'intérieur de la boîte et la transforme en une version miniature d'elle-même. Il saisit le lacet qui se resserre et s'attache automatiquement sur les chaussures. Il duplique les chaussures zen rouges d'un geste. Soudain, le lacet d'une chaussure s'allonge magiquement pour relier les 2 chaussures. Le magicien prend ensuite une chaussure miniature et la transforme en une grande chaussure d'un geste de la main gauche. Enfin, il prend une boîte de couleur marron et une chaussure rouge et d'un geste rapide, il transforme la boîte en rouge. Pour le final, il saute et ses chaussures blanches virent instantanément au rouge. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Analysons ensemble. Lors du premier tour, il sort une chaussure noire, la fait tourner et la transforme en vert. On voit déjà du vert près de l'ouverture de la chaussure. Ensuite, une image montre une chaussure avec une couche verte distincte, prouvant qu'elle est allée préparée à l'avance et qu'il y a trucage. En avançant image par image, on note que la même structure en rabat se referme de l'autre côté de la chaussure. Pour comprendre ce qui s'est passé ici, nous devons d'abord comprendre comment cette chaussure a été préparée. Lorsqu'il l'a sortie de la boîte au début, on peut voir que la couche est rabattue sur la chaussure. C'est ainsi qu'elle apparaît réellement, de sorte qu'une moitié de la chaussure est noire. La couche est noire dehors, verte dedans. Cette couche noire, lorsque la chaussure est tournée en l'air, s'ouvre ainsi et se déplace de l'autre côté de la chaussure, où elle se pose sur la face opposée, qui est à moitié noire, pour la recouvrir et donner l'impression que la chaussure est devenue verte. Ensuite, il se dirige vers une deuxième boîte et en sort 2 chaussures vertes. Lorsqu'il agite la première chaussure au-dessus de la seconde et la transforme en jaune, on remarque une étrange couche verte juste derrière la chaussure verte, qui semble plus grande que la chaussure et ressemble à une couche attachée à l'arrière. Cette couche est en fait une couleur verte qui a été retirée de la deuxième chaussure pour révéler la couche jaune en dessous de cette chaussure en particulier. La couche verte retirée était fixée à l'arrière de la première chaussure et se distingue de l'avant. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que cette chaussure jaune n'est pas entièrement jaune. Elle est moitié jaune, moitié noire. Au début, elle avait une couche verte, noire dessous et verte dehors. C'est cette couche qui a été retirée pour révéler la couche jaune en dessous, ici.
Maintenant, lorsqu'il s'agissait de transformer cette chaussure jaune en noire, il l'a fait tourner en l'air et on peut voir au ralenti qu'au début, il tenait la pointe de la chaussure, mais quand il la rattrape, il la saisit par le talon, ce qui implique que la chaussure a tourné de 183 degrés dans les airs, de sorte que le côté jaune est tourné vers l'extérieur du public, et c'est pourquoi nous voyons le côté noir. Vous vous demandez sans doute comment une chaussure lancée en l'air peut retomber après une rotation de 180 degrés, et 180 degrés. En réalité, c'est basé sur un principe scientifique. Ce principe est appelé effet Janibekov ou théorème de l'axe intermédiaire. Derek va vous expliquer brièvement ce phénomène. En parlant du deuxième axe, l'axe intermédiaire, où le moment d'inertie se situe entre les deux autres, eh bien c'est là que vous obtenez cette demi-rotation et il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. Ce n'est pas qu'avec des raquettes de tennis, je l'ai fait aussi avec des téléphones portables et un disque troué. J'ai emmené ce disque sur une patinoire et dans un avion en apesanteur. Je suis obsédé par le théorème de l'axe intermédiaire. Maintenant que vous comprenez la science derrière la raison pour laquelle la chaussure a pu faire une demi-rotation en l'air, continuons avec l'explication pour la première chaussure qu'il tient dans sa main droite. Il a simplement tordu son poignet de façon à ce que le côté noir de cette chaussure soit face à nous. Ce côté noir qui est maintenant face à nous ne fait pas à l'origine partie de la chaussure verte. Il s'agit en fait de la couche verte qui a été retirée du dessus de la couche jaune sur la deuxième chaussure, et vous pouvez même voir qu'il s'agit clairement d'un morceau découpé, attaché magnétiquement à la chaussure verte en dessous. Au tour suivant, il a multiplié les chaussures en 4 couleurs différentes en utilisant un principe similaire à celui du tour de la coquille et de la pièce. Les accessoires de coquille et de pièces de monnaie sont des capuchons placés au-dessus de la pièce. Si vous retournez cette coquille dans l'autre sens, elle ressemblera à une pièce normale, mais à l'intérieur elle est creuse et ne représente que la moitié d'une pièce qui est placée au-dessus d'une vraie pièce, comme vous pouvez le voir faire le magicien à ce moment précis. Ainsi, il tient 4 chaussures dans sa main, 2 coquilles et 2 vraies. En zoomant, on voit la coquille se séparer du dessus et du dessous de la chaussure. La coquille du dessus, qui était moitié noire et moitié jaune, a été retirée pour révéler la chaussure bleue en dessous. La chaussure rouge était cachée sous la coquille verte. À ce moment, vous pouvez voir mon illustration et être confus, car la chaussure y est moitié jaune, moitié noire, alors que dans la vidéo, il n'y a pas de couche moitié jaune. En avançant de quelques images, on voit un gros plan de la couche jaune ici, cachée par la demi-couche verte au-dessus. Elle était fixée à la coque verte qui se confond avec la chaussure pour dissimuler la couche jaune dessous. Après avoir fabriqué plusieurs chaussures de différentes couleurs, il prend ensuite la chaussure rouge, la place dans la boîte et la transforme en chaussure miniature. Vous pourriez alors penser que cette boîte était truquée pour dissimuler la grande chaussure dans sa base. En réalité, la méthode est bien plus simple qu'on ne le pense. Cette grande chaussure n'a jamais été mise dans la boîte. Si vous regardez bien, son aisselle gauche la cache derrière la boîte, il la pousse juste dessous. La boîte sert toujours à cacher la chaussure sous son aisselle. Après l'avoir gardée sous son bras, il a refermé prudemment le couvercle sans exposer la chaussure. Lorsqu'il referme brièvement la boîte, on aperçoit la chaussure rouge dehors, cachée sous son aisselle. Il saisit délicatement la chaussure derrière le couvercle ouvert avec son pouce droit. Après avoir révélé la chaussure miniature qui se trouvait dans la boîte depuis le début, il a posé la grande chaussure à côté de la boîte sur le sol et a continué avec la chaussure miniature. Lorsqu'il plonge la main dans la chaussure pour en sortir le lacet, vous remarquerez que son majeur, son index et son pouce gauche semblent attraper quelque chose d'autre que le fil et semblent le dissimuler dans les doigts de sa main gauche. Il tend le lacet, le rétrécit lentement et simule qu'il est attaché à la chaussure. À ce moment-là, vous avez peut-être déjà compris que le lacet se trouve toujours à l'intérieur de la chaussure, à l'endroit d'où il a été initialement retiré. Nous savons donc que le lacet n'est en réalité pas noué, et son attache à la chaussure n'est qu'une illusion. Ce que vous avez réellement vu ici, c'est simplement une découpe en carton magnétique qui a le motif de lacet noué. Le carton rectangulaire était tenu dans sa main gauche et il l'a fixé en passant la main au-dessus de la chaussure. En regardant de près, on remarque que ce carton truqué dépasse un peu de la chaussure. Il a multiplié la chaussure miniature en utilisant le même concept de coquille et de pièces, créant ainsi une chaussure sous une autre. C'est pourquoi, après la coupure de la caméra, la deuxième chaussure peut être vue dans sa main droite. Remarquez comment, avant la coupure de la caméra, il tenait la chaussure dans sa main droite, il a simplement sorti la chaussure miniature de sous la coquille, l'a tenue dans sa main droite, et vous pouvez voir la base noire de cette chaussure à ce moment précis.
Il l'a collée à la chaussure miniature, donnant l'illusion qu'elle en venait. Cette chaussure, puisqu'elle était recouverte par la coquille et pressée vers le bas, explique pourquoi cette chaussure est légèrement comprimée et déformée par rapport à la coquille. Nous avons ensuite vu les chaussures se relier entre elles avec les lacets. Quand il a rapproché les chaussures, il a attrapé un fil invisible avec sa main gauche et a tiré, reliant ainsi les lacets. Une fois les lacets atteints, il les a saisis pour donner l'illusion qu'ils étaient bien reliés. Nous voyons ensuite le magicien transformer cette chaussure miniature en une grande chaussure. Pour ce faire, la chaise sur laquelle il est assis avait déjà une grande chaussure rouge cachée à l'arrière. Vous pouvez voir sa main gauche passer derrière la chaise à ce moment-là, pendant qu'il attire l'attention sur la chaussure miniature à l'intérieur de la boîte. Pour effectuer l'échange, il a simplement tenu la grande chaussure dans sa main gauche et l'a placée devant la chaussure miniature. Quand il remet la grande chaussure dans la boîte, on voit aussi la chaussure miniature derrière, confirmant notre explication sur sa position. Il a ensuite pris une boîte marron et, d'un geste rapide, l'a transformée en boîte rouge en lançant la chaussure miniature en l'air. La boîte change de couleur grâce à un mécanisme à rabat, visible sur les dernières images avant qu'elle disparaisse derrière son dos. Le mécanisme de cette boîte fonctionnait ainsi. Pour le final de la performance, où il a changé ses chaussures blanches en rouge, on remarque que sa main droite s'approche de sa taille droite, et on peut voir qu'il tient quelque chose de noir dans sa main droite. La corde noire est en fait formée de 2 cordes fixées à 2 couches blanches au-dessus de ses chaussures et pantalons, via la corde reliée. On voit en gros plan la couche blanche rentrer dans son jean après qu'il ait tiré la corde. En 10e position, nous avons la légendaire disparition de la Statue de la Liberté par David Copperfield. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans cette performance, David Copperfield place 3 appareils photo codomatiques autour de la Statue de la Liberté pour prouver sa disparition. Chaque appareil photo est surveillé et verrouillé par 3 assistantes. Un radar surveille la statue. David Copperfield explique qu'une fois la statue disparue, 2 faisceaux lumineux traverseront l'espace vide pour prouver son absence. Le rideau cachant la statue est retenu par 2 grandes tours de chaque côté du public. Au moment de faire disparaître la statue, David Copperfield concentre son énergie sur le radar, faisant disparaître la statue de la Liberté de son emplacement. Il abaisse ensuite le rideau avec précaution pour révéler que la statue a disparu, tandis qu'un hélicoptère plane juste au-dessus. Des faisceaux de lumière traversent l'espace vide où la statue se trouvait autrefois, accomplissant un exploit vraiment remarquable qui ne sera probablement jamais reproduit dans l'histoire. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Nous allons analyser cette performance et, au fur et à mesure que je passe en revue chaque observation, vous recevrez des indices afin que vous puissiez progressivement découvrir la méthode que David Copperfield a utilisée pour faire disparaître la Statue de la Liberté avant même que je n'entre dans la section d'explication. La première chose, et la plus évidente, que nous remarquons à propos de ce tour, c'est que l'acte de disparition de la statue a été réalisé de nuit. Cela pose la question, pourquoi David Copperfield n'a-t-il pas fait ce numéro en plein jour ? S'il avait fait ce numéro le jour, il n'aurait pas eu à utiliser les preuves inutiles pour prouver la disparition de la statue. David Copperfield a commencé ces 3 preuves par le faisceau de lumière traversant l'emplacement de la statue. La seconde preuve concernait un radar. Ce radar ne serait même pas nécessaire pendant la journée, car si la statue avait disparu, tout le monde pourrait voir, juste après que le rideau ait été retiré, si la statue avait vraiment disparu ou non. Enfin, la troisième preuve, utilisant des photos prises sous 3 angles pour prouver la disparition de la Statue de la Liberté, serait inutile comme le radar, puisque chacun pourrait voir en plein jour si la statue était à sa place ou non. De plus, cette remarque sur David Copperfield, qui réalise l'illusion dans l'obscurité, montre que la seule manière pour que la statue soit visible, tant pour le public sur place que pour nous à la maison, était qu'elle soit éclairée par les 2 dispositifs lumineux. Le premier éclairage était installé à l'intérieur de la Statue de la Liberté, notamment dans sa couronne et sa flamme. Le second dispositif d'éclairage correspond aux lumières circulaires à la base de la statue, qui l'illuminent par le bas. Si ces lumières étaient éteintes alors qu'il fait déjà nuit noire, la statue disparaîtrait littéralement et n'aurait même pas besoin d'un rideau pour cacher sa disparition. L'emplacement de cette Statue de la Liberté est très significatif, et vous vous en rendrez vite compte rien qu'en observant cette photo. On voit que les lumières de la ville sont très éloignées et que la statue est isolée de celle-ci.
Donc la seule façon pour que cette statue de la liberté soit visible était grâce aux 2 installations d'éclairage que nous venons de mentionner. Sur cette photo, les spectateurs étaient à placer ici, comme le montrent les images filmées depuis le public, car le visage de la statue est visible et cette position offre la meilleure vue de face. Il reste encore une question à laquelle il faut répondre, à savoir que même si nous savons que le simple fait d'éteindre les lumières autour de la statue la ferait complètement disparaître dans l'obscurité. David Copperfield a projeté des faisceaux lumineux là où se trouvait la statue, et l'anneau lumineux autour de sa base reste visible après sa disparition. Nous remarquons aussi les supports des rideaux. Il y a des lumières vives fixées à chacun de ces supports, et au lieu de diriger ces lumières vers la statue pour l'éclairer autant que possible, David Copperfield avait positionné ces lumières directement face au public qui assistait à cette illusion. Cela nous pousse à questionner l'objectif de ces lumières vives face au public. L'utilisation du rideau était une autre couche discutable ajoutée à cette illusion. David Copperfield réalisait cette illusion la nuit. Si vous prenez un moment pour y réfléchir, le fait de réaliser l'illusion la nuit n'était-il pas déjà un avantage pour David Copperfield afin de faire disparaître cette statue de la liberté ? Pourquoi utiliser les rideaux pour ajouter une mise en scène inutile et faire disparaître la statue ? Cela aurait eu du sens s'il avait d'abord utilisé le rideau puis l'enlevé pour révéler la disparition de la statue. Mais au lieu de cela, il profite de bien plus que ce à quoi on s'attend en réalisant cette illusion la nuit et derrière un rideau. Cela signifie que quelque chose concernant l'éclairage de la statue a été manipulé, ce que David Copperfield ne voulait pas que nous voyions. Enfin, un dernier point concerne une théorie populaire sur la musique utilisée par David Copperfield, qui sera clarifiée plus tard. David Copperfield est célèbre pour intégrer de la musique à ses numéros, enrichissant ainsi ses illusions impressionnantes. On affirme que la musique était amplifiée et qu'on en profitait pour aider à l'illusion. Gardez à l'esprit que cette explication sera résolue avec le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam est un principe qui recommande de privilégier l'explication la plus simple face à plusieurs hypothèses. À ce stade, vous avez peut-être commencé à assembler les pièces du puzzle et à comprendre la majeure partie de la méthode que David Copperfield a utilisée pour faire apparemment disparaître la statue de la liberté. Expliquons pourquoi les lumières vissaient les spectateurs, rendant la statue invisible et donnant l'impression qu'elle avait disparu. Nous devons étudier pourquoi les lumières étaient orientées vers le visage des spectateurs. Commençons par passer brièvement en revue comment la lumière entre dans nos globes oculaires. Quand la lumière atteint notre cornée, elle la traverse puis entre dans la pupille, qui se dilate ou se contracte grâce aux muscles autour de l'iris. Lorsque de la lumière vive ou de forte intensité est dirigée dans nos globes oculaires, l'iris se contracte et rétrécit la pupille afin de minimiser la quantité de lumière entrant dans notre globe oculaire. Ceci permet de protéger les cellules coniques sensibles contre une surstimulation en présence d'une lumière intense. Vous vous demandez peut-être ce que sont les cellules coniques. Eh bien, notre rétine contient 2 types de cellules uniques pour percevoir la lumière. Les premières sont les cellules en bâtonnet, les secondes les cellules en cône. Les bâtonnets sont sensibles à la lumière et assurent la vision nocturne. Elles distinguent l'intensité lumineuse, vive ou faible, mais elles ne perçoivent pas les couleurs. Les cellules en cône détectent un large spectre de photons et assurent notre vision des couleurs. Après avoir compris le fonctionnement des yeux et des cellules réceptrices de lumière, abordons un concept clé pour expliquer pourquoi diriger la lumière vers les yeux du spectateur a été crucial dans l'illusion de disparition de la statue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne pouvons pas voir les étoiles dans le ciel nocturne en ville, alors que dans les zones rurales où il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, nous pouvons voir des tonnes d'étoiles dans le ciel ? Cela s'explique par la pollution lumineuse en tenant compte du fonctionnement de nos yeux. Aujourd'hui, plus de 80% de la population mondiale et plus de 99% des Américains et Européens vivent sous un ciel pollué par la lumière. Un tiers des humains sur Terre ne peuvent jamais voir la Voie lactée. Des endroits comme Singapour sont tellement pollués par la lumière que les yeux des gens ne s'habituent jamais complètement à l'obscurité. La raison de tout cela, c'est notre vision scotopique. La vision scotopique est le type de vision que nous utilisons dans des niveaux de lumière très faibles. Notre vision photopique en pleine lumière dépend de 3 types de cônes, sensibles aux couleurs.
La vision scotopique dans l'obscurité provient des bâtonnets de l'œil, efficaces pour percevoir la luminosité, mais incapables de distinguer les couleurs. Maintenant que vous comprenez comment la pollution lumineuse affecte notre vision et limite la capacité de nos cellules en bâtonnets à voir les étoiles dans le ciel, vous pouvez facilement comprendre pourquoi les lumières se sont dirigées vers le visage de ces spectateurs assis juste devant. Nos bâtonnets exigent la dilatation de la pupille pour plus de lumière. Les bâtonnets assurent la vision en faible lumière et périphérique. Mais lorsqu'une lumière vive est dirigée dans l'œil la nuit, l'œil ne peut pas naturellement s'adapter à sa vision nocturne. C'est parce que l'iris se contracte et réduit la lumière qui entre dans l'œil. Lorsque l'iris se contracte, cela perturbe la capacité des cellules en bâtonnets à fonctionner plus efficacement et à améliorer notre capacité à voir dans l'obscurité. C'est pourquoi ces lumières, en termes plus simples, ont aveuglé les spectateurs quant à ce qui se trouvait derrière les lumières. Les lumières de la statue étant éteintes, même une faible lumière réfléchie ou la pollution lumineuse lointaine n'aurait pas permis aux spectateurs de la voir, car les lumières vives empêchaient toute visibilité de l'arrière. Vous avez peut-être encore une question en tête. Même s'il est logique que nos yeux ne puissent pas voir derrière les lumières vives qui nous sont directement projetées au visage, comment se fait-il que la caméra qui filmait cette performance n'ait pas capté la statue dans cette nuit noire ? La raison pour laquelle la statue n'est pas visible dans la vidéo est la même que celle pour laquelle les étoiles ne sont souvent pas visibles sur les photos et les vidéos, à savoir les limites de l'équipement. Voici quelques raisons principales. Réglage d'exposition. Lors de la prise de photos ou vidéo, l'appareil photo ajuste l'exposition pour capter assez de lumière et obtenir une image correcte. Les étoiles étant moins lumineuses que d'autres objets du ciel, il faut une exposition longue pour les photographier. Cependant, cela surexposerait le reste de la scène, la rendant trop lumineuse. Taille de l'ouverture. L'ouverture de l'appareil photo peut aussi affecter la visibilité des étoiles. Une ouverture plus grande laisse entrer plus de lumière, aidant à capturer les étoiles. Sensibilité du capteur. Augmenter la sensibilité de l'appareil photo rend les étoiles plus visibles, mais peut aussi ajouter du bruit numérique et baisser la qualité d'image. C'est pourquoi la Statue de la Liberté n'était pas non plus visible dans la vidéo. Contrairement aux étoiles qui brillent, la statue n'émettait pas de lumière car les lumières étaient éteintes, la rendant impossible à distinguer en temps réel ou sur les images. Vous vous demandez sûrement comment David Copperfield a projeté des faisceaux de lumière à l'endroit précis de la Statue de la Liberté. De plus, nous affirmons que les lumières entourant la Statue de la Liberté ont été éteintes. Alors comment se fait-il que ces lumières soient encore allumées après la disparition ? La réponse à cette question est désormais évidente. En revenant à l'image de la Statue de la Liberté, on remarque qu'il y a de la place à droite de la statue pour installer une structure lumineuse circulaire comme celles autour de sa base. Gardez à l'esprit que cette illusion a été réalisée de nuit, donc, vu du dessus, lorsque l'hélicoptère projetait des faisceaux lumineux sur la zone où se trouvait la statue, il éclairait en réalité juste à côté sur une réplique de lumière qui ressemblait beaucoup à celle autour de la base de la statue. Dans un environnement aussi sombre, il est impossible de distinguer. Ces lumières circulaires dupliquées étaient le seul moyen d'identifier la base de la statue. David Copperfield l'a donc habilement reproduite, car les lumières étaient le seul moyen de voir la statue depuis le ciel. Ce qui s'est passé derrière le rideau, c'est que les lumières intégrées dans la statue et à la base de la statue ont été complètement éteintes, et les lumières de la réplique ont été allumées afin que les spectateurs ne puissent pas voir que les lumières ont été éteintes et rallumées pendant un court laps de temps. Et enfin, démystifions une explication populaire concernant la musique forte. De nombreuses théories en ligne affirment que la plateforme où étaient assis ces spectateurs pouvait tourner, déplaçant ainsi la statue par rapport à eux et la cachant derrière l'une des grandes structures soutenant le rideau. Par exemple, la plateforme devrait tourner dans le sens horaire pour que la statue se cache derrière la structure de gauche tenant le rideau et les vibrations du mouvement étaient masquées par la musique forte. Mais ce serait très peu pratique, car créer une surface rotative demanderait énormément de couple pour déplacer une plateforme aussi lourde, avec plus d'une douzaine de personnes et les structures soutenant le rideau. En effet, si seule la plateforme bougeait et que les structures sont restées en fixe, les spectateurs remarqueraient immédiatement que leur plateforme pivote. Donc ce n'est pas le cas. Deuxièmement, en gardant à l'esprit
que le principe que nous suivons est le rasoir d'Occam et que nous devons choisir la solution la plus simple et la plus pratique, l'hypothèse de faire tourner la plateforme et de masquer les vibrations avec la musique forte comme couverture est très peu pratique et loin d'être simple. Nous n'avons donc pas d'autre choix que d'éliminer complètement cette théorie. Les lumières suffisaient à manipuler la perception des spectateurs. Donc, compliquer à l'excès cette illusion aurait vraiment gâché l'expérience du spectateur, et les risques d'échec auraient augmenté. Pour un événement aussi important, organiser cela dans une configuration risquée aurait été évité, car c'était diffusé en direct à la télévision nationale en 1983. Le radar utilisé par David Copperfield est clairement faux. Inutile de détailler pour prouver que c'est un accessoire factice. Après tout, il a manipulé l'éclairage et les photos de la caméra. Toute cette mise en scène qu'il avait réalisée n'aurait pas été difficile à compléter en plaçant un faux radar, simplement pour rendre l'illusion plus convaincante. Il aurait très bien pu réaliser toute cette mise en scène en plein jour et aucune de ces preuves inutiles n'aurait été nécessaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », pensez aussi à vous abonner, je vous serai vraiment reconnaissant pour votre soutien. Ça aide vraiment la chaîne. Merci, revenons à la vidéo. En 9e place, la boîte légère ou lourde de Penn & Teller dans Penn & Teller, Full Us. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, Penn demande à son assistante d'apporter une boîte en carton sur scène avec une plateforme roulante. Il invite 2 spectateurs choisis au hasard à rejoindre son numéro et leur demande de soulever la boîte en même temps que lui, en suivant ses instructions. Il leur demande également de la soulever jusqu'à une hauteur précise, qu'il indique avec ses mains au-dessus de la boîte. Après avoir soulevé la boîte pour prouver qu'elle est vide, il déclare en français qu'ils deviendront aussi faibles que des femmes. Après son sort, Penn demande aux spectateurs de soulever la boîte, mais ils échouent malgré tous leurs efforts. Penn essaie alors de soulever la boîte et y parvient facilement, mais lorsqu'il les encourage à essayer sincèrement de la soulever, ils échouent toujours. Ce cycle se répète, alternant entre des moments où ils soulèvent la boîte et d'autres où ils échouent. Pour le final, Penn soulève la boîte et révèle que Teller s'y trouvait depuis le début. Comment a-t-il fait ce tour ? Explication. Je vais donner des indices, essayez de deviner ce tour avant que je révèle le secret. Vous verrez que chaque fois que Penn demande à l'assistante de soulever la boîte, il lève les 2 mains juste au-dessus et l'empêche de la monter au-delà d'un certain niveau. Vous remarquerez aussi qu'une fois la boîte soulevée, sa jambe droite paraît plus épaisse que la gauche. Vous pouvez voir qu'avant que Penn ne se tienne derrière la boîte, l'épaisseur de sa jambe droite est la même que celle de sa jambe gauche, mais en comparant, on constate une nette différence dans le changement soudain d'épaisseur de sa jambe droite lorsqu'il s'est placé derrière la boîte. Gardez à l'esprit que depuis le début, Teller était toujours dans la boîte, qui n'a jamais été échangée et est restée visible depuis que l'assistante l'a soulevée et amenée sur scène. Cela signifie que Teller pouvait déplacer son poids hors de la base de la boîte, permettant ainsi aux spectateurs de la soulever. Si Teller gardait tout son poids sur la base de cette boîte en carton tout le temps, il est évident que la boîte en carton finirait par se déchirer. Si vous n'avez pas encore compris comment ce tour a été réalisé, je vais maintenant l'expliquer en détail. Dès le début, vous verrez que l'assistante apporte la boîte et la pose sur une plateforme à roulettes. Penn aurait simplement pu faire pivoter cette plateforme à 360 degrés pour montrer qu'il n'y a aucune ouverture à l'arrière afin d'aider à cette performance, soit au tout début, soit à la toute fin du numéro, pour rendre l'illusion beaucoup plus convaincante. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il y a une installation derrière la boîte. Derrière la boîte, il y a une ouverture ou une fenêtre à travers laquelle une structure métallique en forme de tige est implantée, qui s'étend jusqu'à une plateforme d'assises située à une hauteur importante. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas de tige verticale visible attachée à la base de la plateforme. Le secret tient à une conception ingénieuse, une poutre métallique verticale cachée dans une structure semi-cylindrique, très semblable à la jambe de Penn, mais plus épaisse. Cette structure donnait l'illusion d'une jambe plus épaisse que celle de Penn quand on la regardait de face. Quand l'assistant a voulu soulever la boîte, Penn lui a demandé de le faire à une hauteur précise. La plateforme sur laquelle Teller était assis avait été placée à une hauteur précise. Soulever davantage la boîte aurait révélé un objet caché à l'intérieur, c'est pourquoi Penn a insisté pour qu'on ne le fasse pas. C'est parce que la base intérieure de la boîte en carton entrerait en contact avec la plateforme cachée à l'intérieur.
Quand Penn a plaisanté sur la faiblesse des spectateurs, Teller a reçu un signal pour poser ses pieds sur la boîte et se redresser un peu. Ce faisant, il a déplacé tout son poids sur la base de la boîte en carton, rendant ainsi extrêmement difficile pour les spectateurs de la soulever. Au grand final, Penn a soulevé la boîte et Teller en est sorti soudainement. Il est important de noter que ni Penn ni la boîte en carton n'étaient assez solides pour supporter une personne lorsqu'on la soulève, ce qui indique clairement que Teller était en réalité assise sur une plateforme cachée à l'intérieur de la boîte en carton, les jambes repliées. En huitième, l'illusion de téléportation de David Copperfield, où il disparaît dans un ventilateur. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce numéro, David Copperfield présente un ventilateur très grand et dangereux. Il s'en approche avec une assistante. Après être descendu d'un côté de la plateforme, il la referme. Puis, avec son assistante, il s'accroche à un cadre derrière la plateforme du ventilateur où une lumière brille. David Copperfield prend la seconde partie du cadre, la place devant, faisant apparaître son ombre qui semble traverser le ventilateur et devenir de la fumée. L'assistante monte sur la plateforme et disparaît elle aussi en fumée. Après des étincelles, les rideaux s'ouvrent, montrant que David Copperfield et son assistante étaient dans le public depuis le début. Ils ont pu vérifier de près qu'il s'agissait de la vraie personne, pas d'un double. Comment a-t-il fait ce tour ? Essayons de comprendre ensemble. Au début du spectacle, David Copperfield se tient devant les rideaux, face au public, et chacun voit clairement son visage. Les rideaux retirés, David Copperfield monte sur la plateforme, rejoint par l'assistante pour une danse. On pourrait penser qu'au moment où les rideaux ont été retirés, David aurait pu échanger sa place avec un double vêtu pareil, donnant l'illusion qu'il était sur la plateforme, alors qu'il se serait discrètement déplacé derrière les spectateurs, tous concentrés sur le numéro. Après avoir quitté la plateforme, il se retrouve de nouveau face au public sur scène. Et son visage peut être clairement vu et reconnu. Il est donc évident qu'aucun échange n'a eu lieu avec les rideaux rouges. Ensuite, vous remarquerez que le cadre arrière qui est amené sur la plateforme possède une source lumineuse, qui se trouve à un emplacement très important. La source lumineuse est placée tout en haut de ce cadre. Vous verrez bientôt pourquoi il fallait placer cette source lumineuse près du sommet et non au centre pour donner l'illusion qu'ils disparaissent dans les airs. Quand David Copperfield prend le deuxième cadre, deux éléments importants sont à noter. Vous remarquerez d'abord qu'il ne sollicite pas son assistant pour soulever ce second cadre, même s'il a soulevé le premier cadre avec une lumière. On voit aussi sa tête se baisser et disparaître derrière le cadre. Il n'est invisible que par son ombre sur le cadre, ce qui nous pousse à douter que la personne derrière soit vraiment David Copperfield. Si vous ne l'avez pas compris, David a employé un sosie habillé comme lui, avec une apparence et une coiffure similaires, mais ce n'était pas son jumeau. David n'a échangé avec l'individu qu'au moment où il est allé chercher le deuxième cadre et s'est caché derrière, pas au début de la performance. Quand David baisse la tête derrière le cadre, le sosie tend la main et prend le cadre pour faire croire que c'est David qui le tient, alors que c'est en fait la main du double. Le double s'est caché derrière ce cadre et n'apparaît que dans l'ombre, ici. Ainsi, le visage du double n'est jamais exposé puisque le public est assis très près de la scène et aurait facilement reconnu que ce n'était pas David qui tenait le deuxième cadre. Vous vous demandez sans doute, après l'échange, où est David Copperfield ? Lors de l'échange derrière le deuxième cadre, il est passé derrière le rideau, a contourné le théâtre et s'est placé derrière le public pour attendre son tour. Après la disparition de l'assistante et du double de David, comment ont-ils créé une illusion aussi saisissante dans le ventilateur ? Eh bien, vous vous souvenez peut-être d'une observation précise que j'ai soulignée plus tôt, concernant la source de lumière qui se trouvait à une position très spécifique sur le premier cadre. Remarquez que cette source, une fois allumée, n'éclaire qu'une partie de l'espace entre les deux cadres. La partie que vous voyez à gauche et à droite, qui n'est pas dans le chemin de la lumière, s'appelle des angles morts, car l'ombre de la personne ne sera pas visible sur l'écran si elle se cache soit à gauche, soit à droite de cette source de lumière. La source de lumière a été placée en haut pour offrir de l'espace en dessous et permettre de se déplacer discrètement dans l'ombre. Quand le double de David disparaît dans le ventilateur, ils appliquent ce principe d'angle mort en avançant lentement à gauche. Comme le montrent ces images, l'artiste marche droit dans l'angle mort et disparaît dans l'ombre.
Le magicien donne ainsi l'illusion de disparaître dans les airs. La même technique a aussi été utilisée par l'assistant de David Copperfield. Après la disparition, des étincelles surgissent et les rideaux se lèvent, mais personne n'apparaît sur la plateforme. À ce stade, vous vous demandez peut-être où se sont cachés le double de David Copperfield et l'assistant après s'être échappé dans l'angle mort. Eh bien, cette plateforme sur laquelle cette illusion a été réalisée est ordinaire. Voici un exemple de l'épaisseur de la plateforme. Sur la vue latérale, la trappe où se tenaient David Copperfield et son assistant est bien plus fine que la plateforme de la disparition, à droite. Cette épaisseur importante à la base de cette plateforme implique une explication très évidente, à savoir que le double, accompagné de l'assistante, s'est caché dans la base de cette plateforme. La plateforme avait une ouverture, visible de dessus, soulevée manuellement par l'assistante et le double comme un couvercle, puis refermée quand les rideaux étaient sans retirer. Vous pouvez encore avoir une question en tête. Même si nous savons que David a échangé sa place avec son double derrière le cadre à ce moment précis pour aller se cacher derrière le public, pourquoi l'assistante n'a-t-elle pas échangé sa place avec lui ? Eh bien, si vous y réfléchissez un instant, David Copperfield est la seule figure reconnaissable qui se produit dans tout ce numéro. L'assistante n'est pas reconnaissable au point que nous ne connaissons même pas son nom. Elle n'est qu'une assistante parmi d'autres. Alors, quand David apparaît avec une assistante dans le public, personne ne remarque la différence car tous sont concentrés sur David Copperfield, le centre du spectacle. En 7e position, nous avons l'illusion impossible des anneaux dans le hangar de David Blaine. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Au début de son tour, David Blaine a demandé une bague à différents groupes de célébrités dans plusieurs extraits. Ensuite, il avale la bague, ouvre grand la bouche et soulève la langue pour prouver au spectateur qu'il ne la cache pas. Il a demandé un cintre en fil de fer, l'a fait redresser par un spectateur puis l'a enfoncé dans sa gorge. Lorsque le cintre est bien enfoncé, le magicien demande à un spectateur de le retirer. Après que le spectateur ait retiré le cintre de la gorge de David, la bague apparaît accrochée au cintre redressé. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Avant d'expliquer le tour de David, démystifions d'abord une théorie populaire. Beaucoup pensent que l'illusionniste n'avait pas caché la bague dans sa paume au début. Ils estiment qu'en formant une coupe avec sa main près de sa bouche, il aurait pu glisser la bague dans son maillot sous le cou. En plus des connaissances communes des spectateurs, David a secrètement sorti la bague de sa chemise pendant que ses spectateurs cherchaient qu'on sorte le cintre qu'il avait demandé. La bague aurait pu tomber de sa chemise et finir dans son pantalon. Ensuite, il insère la bague dans le cintre en fil de fer par une fente proche du crochet avant de le placer. En réalité, les deux théories sur la façon dont le magicien fait son tour sont fausses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », pensez aussi à vous abonner, je vous serai vraiment reconnaissant pour votre soutien. Cela aide vraiment à faire grandir cette chaîne. Merci, maintenant revenons à la vidéo. En ce qui concerne la disparition de la bague, sous le premier angle de la caméra, David donne vraiment l'impression de jeter la bague dans son maillot de corps. La plupart des spectateurs croient cette théorie car David penche son corps en arrière dans un extrait et son cou est couvert. On ne sait pas si la bague est allée dans sa bouche ou son maillot de corps. Dans un autre extrait, il ne penche pas son corps en arrière en fermant ses paumes et en soufflant dedans. De plus, l'écart entre ses paumes fermées et son cou rend impossible de jeter la bague dans son maillot sans être vu. Selon notre observation, il a touché ses paumes fermées avec sa bouche puis ouvert ses mains pour montrer que la bague avait disparu. Par conséquent, la bouche de David est le seul endroit où la bague a pu aller. Selon la théorie de plusieurs spectateurs mentionnés ci-dessus, ils ont dit que le cintre utilisé pour le tour est un accessoire truqué. Il a une fente près de son crochet permettant à l'illusionniste d'y faire passer la bague. En réalité, le cintre a été remis à un spectateur qui l'a étiré. Donc, s'il y avait eu une quelconque coupure sur le cintre, le spectateur l'aurait remarqué car le cintre se serait démonté. Nous avons aussi remarqué l'absence de fente près de l'anneau du cintre dans le clip réalisé avec Johnny Depp. D'après notre observation, même s'il semble y avoir une fente sur le cintre enroulée à cause du fond sombre et de l'éclairage, il n'y a pas de fente dessus. Maintenant, nous allons expliquer comment il a réellement réalisé cette incroyable illusion. D'abord, nous avons vu que le magicien ne pouvait pas lancer l'anneau dans sa chemise, car son maillot de corps était visible. Il n'y a aucun espace entre son corps et son maillot de corps, ce qui signifie qu'il n'aurait pas pu lancer l'anneau dans son maillot de corps.
S'il l'avait fait, l'anneau aurait rebondi sur son cou et serait tombé, gâchant son tour. La raison la plus simple et logique est que David a lancé l'anneau dans sa bouche. Même s'il a donné l'impression d'avaler l'anneau, en réalité, il ne l'a pas avalé. Il a exécuté ce tour comme la plupart des magiciens célèbres réalisent un avalement d'objets. L'illusionniste a caché l'anneau à la base de sa bouche, entre la gencive de sa mâchoire inférieure et l'intérieur de sa joue. Après avoir lancé l'anneau dans sa bouche, on remarque une légère bosse sous sa joue droite. La raison pour laquelle la bosse apparaît, c'est qu'il pousse l'anneau avec sa langue vers la partie inférieure de sa mâchoire. Pour les cintres, nous avons relevé un fait douteux. Les spectateurs des célébrités bénéficient de cintres de qualité dans leur placard. Non seulement toutes les célébrités avaient des cintres bon marché en fil de fer dans leur placard, mais en plus ils avaient tous exactement les mêmes. Les assistants de David Blaine ont discrètement mis les cintres en fil de fer dans les garde-robes des célébrités juste avant que le magicien ne les demande. Les célébrités, contrairement aux gens ordinaires, ne verraient pas de détails comme des cintres en fil de fer dans leur garde-robe. Les cintres en fil de fer ont été mis dans les garde-robes des célébrités pour deux raisons. Premièrement, ils ont été placés parce que l'illusionniste en avait besoin pour réaliser son tour d'avaler des cintres. Ces cintres extensibles servent à réaliser le tour. Deuxièmement, les cintres ne sont pas truqués, seulement légèrement modifiés. Ils sont modifiés dans le sens où le fil enroulé autour de la base du crochet de chaque cintre est très légèrement desserré. Lorsque le magicien a demandé au spectateur de lui apporter un cintre en fil de fer, il a retiré l'anneau de la base de sa bouche et l'a dissimulé dans sa main. Après avoir reçu le cintre, il a feint de l'étirer, mais tordait en fait le fil près du crochet. Ensuite, on s'est il a accroché l'anneau au cintre par l'extrémité desserrée du fil, exactement comme on accrocherait une clé à un porte-clés. Une fois que l'anneau est accroché au cintre, David tord le fil desserré du cintre et cache l'anneau dans sa paume pendant qu'il tient l'extrémité du cintre. Pendant que l'anneau accroché était caché dans sa main, on remarque qu'un objet était dissimulé dans sa main, ce qui explique pourquoi il a replié ses doigts. Après avoir réussi à cacher l'anneau, il met le cintre dans sa bouche et l'enfonce dans sa gorge. Ensuite, il relâche l'anneau lorsque sa main s'approche de sa bouche et le saisit avec ses lèvres. On remarque aussi que l'illusionniste cache sa bouche avec sa main pour dissimuler l'anneau tenu avec ses lèvres. Par la suite, il demande à un spectateur de retirer le cintre de sa gorge. Pendant que le cintre est tiré, l'illusionniste tient l'anneau accroché entre sa lèvre inférieure et ses dents. Il le lâche avant que la pointe du cintre ne quitte sa bouche. En sixième, le tour du garçon flottant de David Copperfield. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, David Copperfield s'approche d'un enfant méditant sur un banc. Après l'avoir hypnotisé, il place sa main droite derrière la tête du garçon et celui-ci commence immédiatement à léviter. David le fait léviter progressivement et le dépose sur un deuxième banc, montrant clairement ses mains vides pour prouver qu'il n'utilise rien pour aider à la lévitation. Comment a-t-il fait ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Je souhaite partager quelques remarques pour vous aider à comprendre ce tour. Remarquez que l'enfant est assis sur le banc, les jambes croisées, et que ses deux mains sont de chaque côté de lui et semble tenir quelque chose sous lui. On remarque aussi que lorsqu'il soulève le garçon, ses vêtements remontent avant son corps et la main de David Copperfield touche son crâne. Pour réaliser cette lévitation, cela aurait été beaucoup plus convaincant s'il l'avait fait sans aucun contact avec le garçon. Lorsqu'il commence à léviter, on peut le voir se balancer d'avant en arrière exactement au point de contact entre sa tête et la main droite de David. Si l'on fait attention aux vêtements de David Copperfield, on remarquera que ses habits sont anormalement larges sur lui et que sa main droite semble s'accrocher à quelque chose derrière le garçon avant qu'il ne commence à léviter. En posant l'enfant sur le banc, il fait un geste étrange de la main droite derrière la tête, puis la montre clairement. L'explication de ce tour, comme vous l'avez peut-être déjà compris, repose sur les accessoires cachés à l'intérieur des vêtements du garçon et de la veste de David. Le garçon tient en réalité une plateforme qui est reliée à une plaque métallique verticale. Il est assis sur une base rectangulaire en métal, s'y accroche avec les mains, et une plaque verticale avec un anneau soudé au sommet est fixée à angle droit. Ceci permet au crochet à l'intérieur de la manche, dans la veste de David Copperfield, de s'accrocher à l'anneau derrière la tête du garçon et de soulever la structure cachée à l'intérieur de ses vêtements. Cela explique également pourquoi David a dû baisser sa main derrière le col du garçon pour accrocher soigneusement la structure, et pourquoi il a dû utiliser sa main gauche pour l'aider à soulever le garçon au début. Après avoir soulevé le garçon,
David Copperfield a dû se pencher en arrière pour équilibrer son poids, car il était attaché à la structure d'une seule main. Pour le lâcher, il s'est décroché de l'anneau derrière sa tête et a fait un geste derrière la tête du garçon pour montrer qu'il ne tenait à rien. Shin Lim trompe les animateurs. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Shin Lim débute en montrant un jeu de cartes à l'animatrice et lui fait vérifier qu'elles sont toutes différentes. Il étale les cartes et lui demande d'en choisir une au hasard. Shin Lim lui demande si elle veut changer de carte, elle accepte et en choisit une autre. Shin Lim prend la carte et lui demande de la regarder. Elle place la carte au centre du paquet, l'aligne, puis coupe en 2 tas. Il lui demande d'en choisir un, puis il mélange leurs paquets. Shin Lim demande si elle veut garder son paquet ou échanger avec le sien, et elle décide de prendre le sien. Il lui demande ensuite de distribuer les cartes une par une sur la table et de s'arrêter à tout moment. Après son arrêt, Shin Lim introduit le hasard en lui demandant de choisir la carte en main ou sur la table. Elle choisit la carte dans sa main et, en la retournant, il s'avère que c'est le 10 de cœur. Il demande à l'animateur de regarder ces 4 cartes et d'identifier celle qui manque pour une quinte flush royale. Il s'avère que l'animateur a l'as, le roi, la dame et le valet de cœur, mais il lui manque le 10 de cœur. La carte librement choisie par l'animatrice est celle qui manquait à la quinte flush royale depuis le début. Comment a-t-il fait ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Avant l'explication, je souhaite vous donner quelques indices. Essayez de découvrir ce tour vous-même. Vous verrez que chaque fois que Shin Lim prend une carte, il le fait de façon inhabituelle. Au moment où il prend une carte, on dirait qu'il n'en prend qu'une seule, mais une deuxième carte tombe en dessous. On le remarque souvent même quand la spectatrice tient des cartes et qu'il semble en prendre une seconde carte apparaît dessous. Cela pose la question de savoir si ce jeu de cartes est ordinaire. De plus, pendant la performance, lorsqu'elle pointait une carte dans l'éventail, Shin Lim séparait toujours cette carte de l'éventail. Cela signifie qu'il n'a pas permis aux spectateurs de manipuler les cartes individuellement. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore compris, je vais expliquer en détail. Le jeu de cartes que Shin Lim utilise n'est pas ordinaire, il s'appelle le jeu du destin. Le jeu du destin lie chaque carte à une colle, garantissant que la carte du dessus, face cachée, soit toujours forcée. Dans le numéro de Shin Lim, la carte forcée était le 10 de cœur. Si vous preniez une de ces cartes, elle semblerait être le 7 de cœur, mais en la séparant, le 10 de cœur apparaîtrait. On peut le faire avec n'importe quelle carte. Shin Lim a donc laissé la spectatrice choisir, sachant qu'elle prendrait le 10 de cœur. Après que la spectatrice a choisi une carte, Shin Lim a séparé les cartes et fait tomber l'une sous celle dans sa main droite. La carte du dessus était le 10 de cœur. Le choix de la spectatrice était en fait prédéterminé, le résultat devant toujours être le 10 de cœur. Pendant la performance, les paquets restaient unis grâce à l'adhésif, malgré les séparations et mélanges successifs. Elles ne pouvaient être séparées que délibérément. Shin Lim a donc demandé à la spectatrice de couper les cartes, au lieu de les mélanger façon pharaon pour éviter de détacher l'adhésif. Donc après que la spectatrice ait mélangé, la carte du dessus restait celle voulue par Shin Lim. Après que la spectatrice ait choisi son paquet, Shin Lim a vite égalisé le jeu sur la table et pris sa carte pour cacher la carte séparée. Ainsi, en demandant au spectateur masculin de retourner les cartes pour compléter la quinte flush royale, il a constaté qu'il manquait le 10 de cœur. Les 4 cartes, remises au spectateur avant la performance et posées devant lui, éliminèrent le besoin de forcer la sélection, car elles servaient donc déjà de prédiction. En troisième, l'illusion du cauchemar de Marcel. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le magicien commence par s'allonger sur un lit, règle un réveil, se couvre avec une couverture et s'endort. Soudain, il disparaît et une femme en costume noir apparaît dans son lit. D'autres artistes habillés de façon étrange rejoignent la femme sur scène avec une plateforme. Le lit de Marcel est ensuite déplacé à l'arrière et une nouvelle plateforme arrive sur scène. Cette plateforme possède un support sphérique au-dessus, d'où jaillit une énorme étincelle. Après l'étincelle, le magicien réapparaît sur la plateforme dans un autre costume. Il est ensuite forcé d'entrer dans une cage entourée de rubans adhésifs noirs.
Par la suite, la cage est suspendue dans les airs par une corde au-dessus de la scène et chacun des artistes y enfonce de longues lances. La cage est ensuite surélevée et incendiée. Peu après l'embrasement de la cage, les artistes amènent le lit sur scène et étendent la couverture du magicien dessus. Incroyablement, Marcel réapparaît sur le lit en parfait état, sans une égratignure et portant le costume avec lequel il a commencé le spectacle. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Tout d'abord, le lit sur lequel le magicien dort n'est pas plat en dessous, mais courbé. On remarque aussi un espace sombre entre le corps de Marcel et le lit quand il s'allonge après avoir réglé le réveil. Le drap du lit semble fendu avec un objet à cet endroit. Mais après ce moment, il se couvre avec le couvre-lit. De plus, une fois couvert, on remarque une étrange bosse sous le drap à l'endroit de ses jambes qui paraissent anormales. La bosse est là car la femme en laquelle il se transforme se cache sous les draps, ses jambes dans la base incurvée du lit. En fait, la femme était déjà sous les draps avec lui quand il les a tirés sur lui. Elle se place devant lui pendant qu'il recule sa taille. C'est pourquoi il ne retire pas toute la couverture en se redressant pour régler l'alarme. S'il avait agi ainsi, la femme aurait été découverte et ses ruses inefficaces. Lorsque l'échange a lieu, Marcel devient soudainement invisible et la femme prend sa place à l'endroit où il était assis sur le lit. Quand la femme apparaît, le magicien se cache dans le compartiment secret du lit où une fente est visible au-dessus. De plus, après que la femme soit descendue du lit, le lit n'est pas retiré de la scène. Le lit est relié à un support sphérique fixé à une plateforme qui finit par produire une énorme étincelle. Le lit est sur la plateforme pour permettre à Marcel de sortir du compartiment caché. Il quitte le compartiment secret du lit et se cache sous la plateforme. Par la suite, le lit est retiré après que le magicien s'est caché sous la plateforme. Il apparaît sur la plateforme quand le support sphérique produit une grosse étincelle. Nous remarquons aussi une porte camouflée sur la plateforme par où Marcel sort lors de l'énorme étincelle. Nous remarquons également que la base de la plateforme est courbée de la même manière que la base du lit, ce qui permet au magicien de s'y cacher sans être remarqué. Lorsque le magicien est enfermé dans une cage, nous avons fait quelques observations à partir de la vue latérale des deux présentateurs. Il y a aussi une bosse sous la cage où Marcel se cache après que la cage soit recouverte de ruban noir. Lorsque plusieurs lances pénètrent la cage enflammée dans les airs, il se réfugie dans son compartiment inférieur au sol. Pendant ce temps, le compartiment inférieur de la cage est relié au lit et Marcel en sort pour entrer dans le compartiment caché du lit. Nous observons un mouvement dans la bosse sous le lit après qu'elle ait été reliée au compartiment inférieur de la cage. Par la suite, le lit a été détaché de la plateforme de la cage et remis à la position initiale qu'il occupait au début du spectacle. L'artiste a alors couvert le lit pour que Marcel sorte de la cachette et s'allonge. En deuxième place, la téléportation insensée de cartes signées de Jackie Yu. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Lors de ce tour, Jackie Yu apporte un œuf contenant un jeu de cartes. Il étale le jeu face visible et demande au juge de choisir une carte. Après avoir choisi le 10 de cœur, il leur a demandé de signer la face et d'apposer un autocollant jaune au dos pour rendre la carte identifiable des deux côtés. La carte a été remise dans le jeu, puis étalée, et la carte signée du juge est apparue sous le couvercle comme par magie. Il a répété l'opération. Après avoir remis et mélangé leurs cartes signées, celle-ci est apparue sous le couvercle sans qu'il ne s'en approche. Jackie a repris leurs cartes signées et a répété le tour une troisième fois pour qu'elle apparaisse 3 fois sous le couvercle. Ensuite, il a remis leurs cartes signées dans le jeu, et toutes les cartes ont alors disparu de sa main. Même la carte signée par le juge, alors qu'il ne lui restait que le roi de trèfle en main. Il a transformé le roi de trèfle en carte signée d'un geste, puis a révélé que le jeu était sous le couvercle depuis le début. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Découvrons-le ensemble. Au début de la routine de Jackie Yu, lorsqu'il étale le jeu et leur demande de choisir une carte, c'était vraiment un choix libre et les juges pouvaient choisir n'importe quelle carte. Ici, il s'agissait du 10 de cœur, signé et avec un autocollant jaune au dos. Vous remarquerez que lorsqu'il étale le jeu et que sa main droite va immédiatement retourner le couvercle en plastique pendant un court instant, on aperçoit qu'il tient quelque chose entre ses doigts, juste ici, un objet de couleur blanche.
Ceci, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, est en fait la carte signée du juge. La question est maintenant de comprendre comment il a pris la carte du centre du jeu et l'a cachée dans sa main droite pour contrôler la carte signée. Il a réalisé ce qu'on appelle un diagonal palm shift. Le diagonal palm shift fonctionne en plaçant la carte au centre du jeu, mais lorsque vous poussez la carte à l'intérieur, elle fait épousser avec un léger angle. C'est ainsi qu'il s'appelle diagonal palm shift. La carte inclinée en diagonale est tirée en arrière en la saisissant par ses coins opposés, puis elle pivote le long du pouce du magicien pour être placée dans la main opposée en position de paume. Vous vous demandez peut-être, pendant la prestation, Jekiyu a étalé le jeu après avoir inséré la carte. Le but d'étaler le jeu était de dissimuler la carte inclinée dans l'éventail. Deuxièmement, sa version du diagonal palm shift est une légère variante. Il étale la partie supérieure des cartes au-dessus de la carte signée, ici présente. Lorsqu'il referme le jeu, la main droite recule, la gauche saisit le jeu, puis il place rapidement la carte signée en paume sous le couvercle et la retourne. À ce moment-là, leur carte signée est déjà sous le couvercle. Après, Jekiyu remet leur carte au centre et mélange les cartes. Mais d'une manière ou d'une autre, sans même s'approcher du couvercle, la carte signée du juge apparaît toujours sous le couvercle. Ici, il s'agit d'une brillante illusion. La carte trouvée sous le couvercle la seconde fois n'est en fait pas celle signée du juge. Cette carte a un autocollant jaune à l'arrière, comme la carte signée. Mais cette carte n'est pas le Dix de cœur signé par le juge. C'est aussi la raison pour laquelle Jekiyu n'a jamais retourné cette carte pour la montrer au juge afin de prouver qu'il s'agissait bien de leur carte signée. Il a seulement montré le dos de la carte avec un autocollant jaune. Jekiyu utilise une astuce. Il place 2 autocollants au dos de 2 cartes pour faire croire que la carte signée passe du paquet au couvercle, alors qu'il s'agit en réalité de 2 cartes distinctes. Pour placer la deuxième carte sous le couvercle, vous voyez que Jekiyu révélait alors la carte signée originale à cet instant. Tenant le paquet de la main droite, il glisse la carte dupliquée avec l'autocollant jaune sous le couvercle. Après avoir placé la carte signée du juge, il commence immédiatement à mélanger les cartes en la poussant dans le paquet. Ce qu'il a fait ici, c'est simplement contrôler la carte, de façon à ce qu'elle soit en deuxième position à partir du dessus du paquet. Pour cela, il a mis une carte du bas du paquet supérieur sur la carte signée, puis séparé le reste et commencé à mélanger les cartes vers le bas du paquet. Ainsi, à cet instant, la carte du juge est directement sous la carte du dessus. La raison pour laquelle elle est en deuxième position à partir du dessus, c'est parce que la carte signée du juge a un autocollant dessus. Pour cacher l'autocollant, il a dû mettre une carte sur celle signée du juge. Après cela, on peut voir que Jekiyu avait de nouveau sa main droite à l'intérieur du couvercle, avec le paquet de cartes. À ce moment, il a mis la carte signée du juge, placée en deuxième, juste sous le couvercle du paquet. Pour placer la carte en deuxième position avec une main, il devait réaliser une manipulation spéciale appelée « secondile à une main ». Voici à quoi cela ressemble au ralenti. Après avoir révélé la carte du juge pour la troisième fois, on voit sa main droite passer sous le paquet, mais cette fois, il fait un geste très astucieux. Il a lancé tout le paquet sous le couvercle, à l'exception d'une seule carte à jouer, qui était le roi de trèfle. Et vous pouvez voir comment il tenait maladroitement la seule carte du roi de trèfle contre sa poitrine, afin de cacher qu'il ne tenait pas tout le paquet dans sa main droite. Il a alors mis la carte signée du juge derrière celle du roi de trèfle. Il a caché l'autocollant au dos de la carte signée du juge avec son pouce gauche, visible ici en train de le couvrir. À ce moment précis, il tient 2 cartes. La carte du dessus est le roi de trèfle et celle du dessous est la carte signée du juge. Puis il change magiquement le roi de trèfle en carte signée du juge. Pour cela, il a changé Bertram. Le changement Bertram s'effectue en tirant la carte du dessus avec les doigts en paume Tenkei. Et ensuite en plaçant la carte en paume Tenkei juste au-dessus de la carte du bas, ce que vous pouvez voir se produire juste ici, jusqu'à ce qu'elles soient alignées ensemble. Une fois la main retirée, la carte paraît totalement différente. À ce moment-là, Tenkei tenait dans sa main gauche la carte signée du juge qu'il a posée sur le roi de trèfle.
Remarquez qu'il ne montre pas le dos de cette carte parce que l'autocollant ne sera pas visible puisque le roi de trèfle le couvre par l'arrière et il a immédiatement placé cette carte dans sa poche et c'est ainsi qu'il a terminé sa routine. En tête, la prédiction psychique impossible de Colin Cloud à America's Got Talent. Faisons un bref récapitulatif de la performance. Le magicien Colin Cloud débute en annonçant avoir posé une question sur le compte Twitter d'America's Got Talent, demandant aux gens de répondre avec une célébrité, une ville et un objet au hasard. Il a ensuite imprimé des milliers de tweets qui avaient été envoyés et les a distribués à tout le public. Il leur a demandé de s'assurer que leurs tweets sur les cartons étaient tous différents. Il a souligné les chances astronomiques de prédire exactement la célébrité, la ville et l'objet, en déclarant que c'était une chance sur 43 quadrillons. Il avait écrit ce nombre au tableau pour montrer l'impossibilité. Après avoir vérifié l'absence de doublons sur les brochures, il a demandé à Howie et Simon de récupérer les impressions Twitter en 20 secondes. Après avoir pris les brochures au hasard, elles ont été remises à Mel B, qui en a choisi une pour le magicien. Colin a demandé à Heidi de lui dire d'arrêter pendant qu'il passait sa main sur la brochure. Lorsqu'elle a dit « stop », il lui a demandé de lire le tweet sur la brochure. Hélène, rhum et fromage. Colin a ensuite demandé à tout le monde de confirmer qu'ils n'avaient pas ce tweet précis sur leur morceau de carton. Il a alors affirmé qu'il l'avait prédit depuis le début, cependant, les juges n'ont pas été convaincus par sa déclaration, alors ils ont demandé des preuves. Colin a fourni plusieurs extraits montrant que Howie avait laissé entendre ce qu'ils allaient choisir, y compris un moment en coulisses avec Howie dans une scène de café où la même prédiction apparaissait. Pour la finale des performances, Colin a révélé que les chiffres sur le tableau formaient la prédiction. Fromage, rhum et Hélène. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Découvrons cela ensemble. Bien que cette prédiction semble impossible, la méthode pour réaliser ce tour est extrêmement simple. Vous n'avez qu'à faire attention à une seule chose, c'est le moment où Colin Cloud a demandé à la juge Heidi Klum de lire les 3 mots inscrits sur la carte choisie par Mel B. Remarquez que dès que Mel B lui a remis la carte, sa main droite est cachée sur son côté droit et immédiatement, pendant un instant, on le voit tenir quelque chose à ce moment précis, qu'il place juste au-dessus de la carte. Les producteurs n'ont jamais montré la carte pendant que Colin Cloud tournait sa main autour et demandait à la juge de s'arrêter. S'ils avaient montré cet angle, la méthode de Colin Cloud aurait été révélée. Quand Heidi veut lire ce tweet, elle tente de prendre la carte pour mieux voir, mais il l'en empêche en la gardant fermement, ne la laissant pas la tenir librement. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vais maintenant expliquer la méthode, qui est extrêmement simple. Colin Cloud tenait en fait un carton rectangulaire avec le tweet « El Orent, acassedam in toti Ellen Rom Cheese » imprimé dessus. Ce morceau de carton a été déplacé avec la main droite et placé précisément à cet endroit sur la carte. Cela signifie que Heidi n'avait même pas le choix libre de dire stop n'importe où, car au final, la position obtenue sera toujours celle où Colin Cloud veut que le tweet apparaisse sur la carte. Le but de placer le tweet à cet endroit précis est très important. C'est parce que plus tard, lorsqu'il montre la carte à la caméra avec un tweet imprimé dessus qui dit « Ellen Rom Cheese », on ne voit aucun décalage ni découpe suspecte sur le carton. C'est parce que la carte que nous voyons à la caméra a été échangée avec la carte originale qui avait été choisie au hasard par Mel B, ainsi qu'avec la découpe rectangulaire en carton portant le tweet Ellen Rom Cheese. L'échange a eu lieu pendant une coupure de caméra. Heidi s'assoit, Colin Cloud quitte le champ et leur demande de trouver une carte de tweet mentionnant Ellen Rom Cheese. Le public a aussi été invité à retrouver ce tweet parmi ces cartes. Profitant de la diversion, alors que tous regardaient leurs cartes, il a fait l'échange sans difficulté devant tout le monde. La dernière prédiction que Colin Cloud a faite sur le tableau, où il a transformé les chiffres en les mots exacts de la prédiction, Hélène Rhum Fromage. C'est un tour assez facile à résoudre. Nous savons déjà que la sélection de ce tweet en particulier a été imposée au juge et que ce n'était jamais le choix libre du juge, donc il connaissait déjà tous les mots prédits à l'avance. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et comme toujours, passez une excellente journée.